Merci beaucoup Maryse. Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureuse d'être ici, même si, à vrai dire, le thème général du panel et qui correspond effectivement à une thématique générale sur laquelle, comme d'autres, je travaille à titre professionnel, n'est malheureusement, par les temps qui courent, pas exactement un thème de réjouissance. Mais bon, on va essayer de faire, contre mauvaise fortune, bon cœur. Ce que j'ai préparé en réfléchissant à ce moment de discussion de cet après-midi vise en fait à pas prendre d'emblée ou de manière très directe la question de la sécurité, mais d'en parler un petit peu indirectement pour proposer une réflexion sur le cadre juridique dans lequel tend désormais à s'inscrire, en France mais pas uniquement, la réponse juridique aux grandes menaces sécuritaires. Et je veux parler là de l'état d'urgence, des régimes d'urgence, des régimes d'exception. En France, vous le savez, on a, sur la période récente, eu un premier état d'urgence antiterroriste déclenché dans la nuit du 13 au 14 novembre 2015, qui a duré presque 2 années, jusqu'au 1er novembre 2017. Et puis, assez peu de temps après, en réalité, on a à nouveau basculé dans un régime d'état d'urgence, l'état d'urgence sanitaire, qui a été créé et instauré par la loi du 23 mars 2020. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est qu'il me semble très important de regarder ce cadre de l'état d'urgence, de regarder en fait ensemble ces 2 expériences récentes, l'état d'urgence antiterroriste de 2015-2017 et l'état d'urgence sanitaire depuis 2020, pour un certain nombre de raisons. D'abord, une raison prosaïque, factuelle, mais qu'il est à mon avis tout à fait capital de garder à l'esprit, c'est que finalement, depuis novembre 2015, en France, on a vécu plus de la moitié du temps sous état d'urgence. On a vécu 44 des 72 mois, si mes calculs sont exacts, qui se sont écoulés depuis cette période sous état d'urgence. Et je pense qu'on peut raisonnablement faire l'hypothèse, même si elle sonne un peu simpliste, que probablement on ne gouverne pas impunément par état d'urgence. Et cet ancrage dans la durée, j'y insiste, est important parce que je crois que quand on fait ce constat, c'est-à-dire on a vécu plus de la moitié du temps sous état d'urgence depuis novembre 2015, eh bien en fait c'est une manière de dire que l'état d'urgence s'installe comme un nouveau paradigme de gouvernement. L'état d'urgence tend à devenir en fait un nouveau réflexe de gouvernement à chaque crise, à chaque menace sur la sécurité, que ce soit la sécurité publique, dans le cadre de la lutte antiterroriste, la sécurité sanitaire depuis la crise du Covid. À chaque crise, à chaque menace sécuritaire, on a un état d'urgence. Alors, cette situation me paraît poser un certain nombre de problèmes. C'est un peu un euphémisme, parce qu'en fait, ça me paraît poser énormément de problèmes, mais je ne vais pas tous les lister aujourd'hui. Je vais en évoquer 2 particulièrement. Le premier problème, c'est que l'état d'urgence, et on le sait là encore dans la littérature historique comparée, donc c'est pas une spécificité française de ce point de vue, l'état d'urgence, c'est une forme de gouvernement qui a tendance à se normaliser. Alors se normaliser, ça renvoie à ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire c'est cette manière dont l'état d'urgence devient un peu un réflexe de gouvernement. Ça se normalise aussi par cet ancrage dans la durée, c'est-à-dire il n'est pas du tout anodin que les expériences récentes de l'état d'urgence aient été justement des expériences longues. Encore une fois, l'état d'urgence antiterroriste, entre 2015 et 2017, c'est presque 2 ans. Il s'en est fallu de peu qu'on célèbre le 2e anniversaire de l'état d'urgence. Et je vais revenir dessus dans un instant, c'est un peu la même chose avec l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire qu'en gros, on est en état d'urgence sanitaire depuis le mois de mars 2020 et on est quand même en novembre 2021. Et surtout, un état d'urgence, en fait, si ça s'ancre dans la durée comme ça, c'est surtout qu'en fait, ça prend jamais vraiment fin, un état d'urgence. Ça laisse toujours des traces. De ce point de vue, je vous rappelle quand même ce qui s'est passé à l'issue de l'état d'urgence antiterroriste, qui fait figure vraiment d'exemple, enfin de cas d'école, puisque la 6e loi de prorogation, donc la dernière loi qui avait prorogé pour la dernière fois l'état d'urgence antiterroriste,
prévoyait qu'il prendrait fin de manière mécanique, par expiration du délai autorisé par le Parlement le 1er novembre 2017. Et la veille, le 30 octobre ou le 31 octobre 2017, a été promulguée la loi SILT, la loi sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme, dont l'objet principal est de transposer 4 des piliers de l'état d'urgence antiterroriste dans le droit commun. Assignation à résidence, perquisition administrative, fermeture administrative de lieux de culte, périmètre, zone de protection et de sécurité. Ce sont 4 pouvoirs dont, historiquement, les autorités administratives ne disposaient jamais, sauf circonstances exceptionnelles d'application du régime d'état d'urgence. Or, depuis le 30 octobre 2017, ce sont des pouvoirs dont l'autorité administrative dispose de manière habituelle, sans quelque référence que ce soit à une situation exceptionnelle. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce texte. D'abord, l'espèce de tour de passe-passe. L'état d'urgence finit le 1er novembre et le texte entre en vigueur la veille. Le fait que le gouvernement, le Parlement ont cherché d'une certaine manière à dissimuler l'opération en changeant en fait les appellations de ces pouvoirs d'état d'urgence. Donc par exemple, les perquisitions administratives dans la loi SILT ne s'appellent pas perquisitions administratives, ça s'appelle des visites et des saisies. Alors c'est plus sympathique, mais à vrai dire, c'est exactement la même chose dont il s'agit. Et puis, c'est vraiment un processus de normalisation qui s'enclenche. Et là-dessus, je voudrais dire un mot d'un pouvoir spécifique qui est la fermeture administrative des lieux de culte. La possibilité pour le préfet de prononcer la fermeture administrative d'un lieu de culte, elle a été inventée au cœur de l'état d'urgence antiterroriste par une des lois de prorogation en 2016. Et lorsque la loi SILT l'a rendue pérenne, malgré tout, il y a eu une forme de cantonnement de ce pouvoir qui a été concédé par le gouvernement et le Parlement, puisque ce pouvoir ne devait pouvoir s'exercer que dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Donc, aux seules fins de la lutte contre le terrorisme, le préfet peut prononcer la fermeture administrative des lieux de culte. Et donc, à l'époque de SILT, quand on interagissait, enseignants, organisations de défense des droits humains, avec les promoteurs du texte, ils nous disaient « mais non, ce n'est pas du tout une normalisation, ce n'est pas la même chose, puisque c'est aux seules fins de la lutte contre le terrorisme ». Alors, 2 éléments. Aujourd'hui, on a 1 an et demi de bilan d'application de ça, et ce n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas la Ligue des droits de l'homme qui le dit, ce sont des rapports parlementaires eux-mêmes qui le disent. Ce texte est utilisé à bien d'autres fins que la lutte contre le terrorisme. D'accord ? C'est écrit noir sur blanc dans les rapports d'application. Qui plus est, depuis lors, la loi du 24 août 2020 confortant les principes de la République a confirmé le pouvoir du préfet de prononcer la fermeture administrative des lieux de culte et l'a détaché, pour le coup, de la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, c'est comme ça qu'opère la normalisation. On a un pouvoir qui apparaît au cœur de l'état d'urgence, qui n'existe qu'en période d'urgence, qui finalement va exister dans la législation de droit commun aux seules fins de la lutte contre le terrorisme, qui va être appliqué en fait pas du tout aux seules fins de la lutte contre le terrorisme, et qui en fin de course va être généralisé totalement en étant même décroché de cette exigence minimale de n'utiliser ce pouvoir qu'aux fins de la lutte contre le terrorisme. Donc ça, c'est un exemple de cas d'école de la normalisation de l'état d'urgence. Mais ce qu'il faut avoir bien à l'esprit, c'est qu'il est en train de se produire exactement la même chose avec l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire, pour vous rappeler, il entre en vigueur le 23 mars 2020, il est prorogé une première fois le 11 mai 2020, il est censé prendre fin, en tout cas sur le territoire métropolitain, le 10 juillet 2020. Et là, que se passe-t-il ? La veille, c'est un schéma, est voté un nouveau texte. Un texte qui porte un nom éminemment baroque, c'est la loi du 9 juillet qui organise un régime transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Il faut l'inventer. Et ce régime, en réalité, c'est évidemment un régime d'état d'urgence, qui n'en porte plus le nom, mais ça, on sait très bien que c'est ainsi que les processus de normalisation opèrent. Mais c'est évidemment un régime d'état d'urgence, puisque, en réalité, est maintenu au gouvernement l'ensemble, à quelques bémols près, mais l'ensemble des pouvoirs exceptionnels dont c'est l'objet de l'état d'urgence sanitaire que de le lui conférer. Et ce régime a pris fin à un moment donné, tout simplement parce qu'on a rebasculé dans le régime d'état d'urgence plein et entier en octobre 2020. Donc le 2e état d'urgence plein et entier, octobre 2020, 1er juin 2021. À nouveau, loi la veille, le 31 mai 2021,
qui nous refait basculer dans un régime transitoire de sortie, alors qu'il ne s'appelle même plus comme ça. Là, on est carrément rentré simplement dans la vigilance sanitaire. Et ce sont des textes, en réalité, qui changent un peu la donne. C'est-à-dire que là où autrefois l'état d'urgence était un peu comme un interrupteur, c'est-à-dire qu'on était soit sous état d'urgence, soit pas sous état d'urgence, maintenant, on est passé au variateur de lumière, donc on est plus ou moins sous état d'urgence. Mais en fait, on est vraiment toujours dans la logique du gouvernement par l'exception. Donc ce problème de la normalisation, c'est vraiment un problème extrêmement important. Et en fait, qu'on ne cesse de vérifier en fait, dans chaque application concrète de l'état d'urgence et qu'il faut évidemment garder à l'esprit. Mais la normalisation n'est pas le seul problème charrié par la formule de l'état d'urgence. Il y a aussi évidemment des problèmes de contamination. C'est-à-dire que l'état d'urgence n'est pas en fait une sorte de greffe hermétique ou circonscrite dans notre régime politique et démocratique. Bien au contraire, la logique de l'exception qui est la sienne se dissémine dans l'ensemble de l'ordre juridique. En fait, l'état d'urgence n'est pas cantonné dans ses applications et dans ses effets aux menaces sécuritaires qui l'ont justifié. Et je vous rappellerai que dans l'état d'urgence antiterroriste proclamé en novembre 2015, dès le début du mois de décembre 2015, le Conseil d'État, dans une ordonnance qui a fait grand bruit puisqu'il affirmait qu'il appliquerait les plus hauts standards de contrôle sur les mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence, il a également jugé dans cette ordonnance que l'état d'urgence pouvait parfaitement, les pouvoirs conférés aux autorités administratives par l'état d'urgence pouvaient parfaitement être utilisés à des fins sans rapport avec les circonstances ayant justifié le déclenchement initial de l'état d'urgence. Traduction, on peut très bien assigner à résidence les militants écologistes dans le cadre de la COP21, même si, évidemment, ce qu'on a à leur reprocher ou le trouble que l'on veut prévenir n'a strictement rien à voir avec la lutte contre le terrorisme. Et à vrai dire, on a vu ça jouer à plein pendant les 2 années de l'état d'urgence antiterroriste. Toute la gestion du mouvement social par rapport à la loi travail a été opérée par les autorités administratives, locales et nationales, sur le fondement de la loi de 1955, qui est le régime juridique de l'état d'urgence. Tout le mouvement Nuit debout, et Dieu sait qu'il a vraiment suscité une authentique guérilla administrative, a été géré par la loi de 1955 sur l'état d'urgence. Les multiples opérations de démantèlement des camps dans le nord de la France ont été gérées par les préfets localement sur le fondement de la loi de 1955 sur l'état d'urgence. Et si on regarde ce qui se passe avec l'état d'urgence sanitaire, l'état d'urgence sanitaire, il est encore moins cantonnable, puisque la menace sanitaire, c'est la circulation des personnes. Donc en fait, n'importe quelle mesure peut apparaître comme poursuivant une finalité sanitaire, puisque en réalité, dès qu'une personne se meut d'une certaine manière, on peut très bien estimer qu'il y a risque sanitaire, de sorte que l'état d'urgence sanitaire, c'est vraiment par définition l'état d'urgence qui n'est pas du tout cantonnable et qui a vocation, évidemment, à se disséminer dans l'ensemble de l'ordre juridique. Cette dissémination dans l'ensemble de l'ordre juridique, elle produit des effets très importants pour toutes celles et ceux qui s'intéressent évidemment à la protection des droits et libertés, parce qu'il n'est pas anodin, à mon sens, que ça soit précisément après avoir vécu plus de la moitié des 6 dernières années sous état d'urgence, qu'on fasse un constat, je crois, majoritaire, sinon unanime, sur un abaissement généralisé de la garde en matière de droits et libertés, sur un programme législatif, administratif, politique, systématique et extrêmement puissant de remise en cause des libertés. Donc on peut prendre énormément d'exemples, et je suis sûr que vous en parlez sans cesse en congrès, en université d'été et en réunion. Il y a eu 8 ou 9 législations antiterroristes depuis 2015. Si on prend certaines libertés spécifiques, comme par exemple la liberté de manifestation, bien, on sait bien l'aggravation historique de son régime juridique qu'on a observé depuis quelques années. Il y a eu bien sûr des aggravations directement liées au régime de l'état d'urgence, avec des interdictions générales ou individuelles de manifester. Mais à côté de ça, il y a eu la loi anti-casseurs de 2019, il y a eu la loi sécurité globale de 2021, il y a eu la création d'incriminations nouvelles, je pense par exemple à la contravention pour participation, même pacifique, à une manifestation interdite. Et puis à côté de ça, on a un programme législatif dans tous les domaines qui semble ne pas perdre une occasion
de dégrader le régime de liberté. Prenez par exemple la loi de programmation de la recherche, qui n'est peut-être pas le premier texte qui vient à l'esprit quand on pense aux droits et libertés. Il a été l'occasion pour les parlementaires de faire voter un délit d'intrusion dans les campus pour manifestations politiques, qui certes, une fois n'est pas coutume, a été retoqué par le Conseil constitutionnel, mais c'est juste, me semble-t-il, un signe de ce que chaque occasion semble saisie pour toujours pousser dans le même sens en matière de droits et libertés. Alors, j'en conclus, je ne veux pas être trop longue, mais je crois que si je voulais vraiment insister sur ce cadre général qui, à mon avis, est vraiment le cadre dans lequel se comprend la réflexion qu'on doit mener aujourd'hui sur la montée en puissance du paradigme sécuritaire, c'est parce que ce cadre de l'état d'urgence, cet ancrage de l'état d'urgence vraiment comme nouveau modèle de gouvernement, il doit vraiment susciter notre vigilance, voire notre méfiance à raison de tous les brouillages qu'il occasionne. On peut évidemment, on pourrait, et on peut y revenir dans les questions si vous voulez, mais on peut évidemment dire d'abord de manière très franco-française qu'évidemment il y a déjà des brouillages sur la redéfinition du régime politique que ça emporte, parce qu'il y a évidemment toutes sortes d'aggravations de certaines pentes institutionnelles, hyper-présidentialisation, minorisation du Parlement, marginalisation des contre-pouvoirs, etc. Donc on pourrait vraiment ajouter tout un volet institutionnel de l'analyse de l'état d'urgence. Mais je crois que surtout, ce régime de l'état d'urgence, il brouille vraiment la distinction entre la norme et l'exception, qui bien sûr est une question philosophique et théorique très complexe, et je ne prétends pas du tout la balayer en 5 minutes, mais néanmoins, c'est quand même un prisme qui est assez essentiel au regard, au cadre cognitif avec lesquels on observe le monde. Et de ce point de vue, moi, il y a un événement qui m'a beaucoup frappé. Le 14 octobre 2020, le président de la République, le matin même, en Conseil des ministres, avait signé un décret par lequel il redéclenchait le plein et entier état d'urgence, version loi du 23 mars 2020, puisque c'était, je crois, la deuxième vague. Enfin, je me suis un peu perdue dans les vagues, mais je crois que c'était la deuxième vague. Et ce soir-là, il ressent le besoin d'aller expliquer sa décision à la population par une adresse télévisuelle, au cours de laquelle il ne prononce pas le mot d'état d'urgence. Il parle de couvre-feu, mais il ne parle pas d'état d'urgence. Je l'ai écouté plusieurs fois, je suis absolument certaine. Et je crois que c'est le point ultime du brouillage entre normes et exceptions. C'est-à-dire quand on redéclenche l'état d'urgence et le chef de l'État, manifestant pourtant son désir d'informer la population, estime que ce n'est même pas pertinent de dire que finalement on n'est plus en régime normal, on est à nouveau en régime d'exception. Il me semble que c'est quand même un signe très fort, très parlant de ce brouillage entre la norme et l'exception. Et au-delà, je crois que ça brouille aussi en fait les catégories fondamentales du politique avec lesquelles on observe le monde. Je vous rappellerai, et j'en termine là, qu'en janvier 2020, lorsque l'épidémie était encore essentiellement localisée, si je puis dire, en Chine, nous étions nombreux à observer la Chine en disant que, bien sûr, c'était à raison du caractère autoritaire ou dictatorial du régime qu'on voyait s'y déployer les mesures qui s'y déployaient. Traçage de la population, confinement, etc. Et quelques mois plus tard, à peine devancées par l'Italie de quelques semaines, finalement, toutes les démocraties occidentales ont emprunté exactement le même chemin. Et on a là, du coup, une crise pandémique qui a vu les réponses apportées par l'ensemble des pays enjamber en fait les distinctions entre régimes politiques. Puisque d'une certaine manière, en réalité, non, ce n'était peut-être pas dans la nature dictatoriale du régime qu'il fallait trouver la seule explication du confinement chinois. Et ça aussi, je pense que ça doit nous faire réfléchir, parce que là aussi, ce sont des phénomènes, des types de réponses qui, justement, participent du brouillage des catégories politiques fondamentales qui sont les nôtres. Et je vais m'arrêter là parce que peut-être ai-je déjà même été trop longue. Bon, ça va.